Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est une semaine spéciale dans Smart Impact en partenariat avec le salon Pro Durable, le rendez-vous des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Tous nos invités principaux sont présents, participent cette semaine au salon et aujourd'hui on va parler de sobriété numérique avec un leader international de la transformation digitale, Atos, et son vice-président exécutif Nourdine Bihmane. Le groupe veut atteindre la neutralité carbone en 2028, c'est bientôt, il nous expliquera comment. Et puis dans Smart Ideas, on garde évidemment notre rubrique Startup. Vous découvrez les chaussettes solidaires de la marque Bon Pied. Voilà, pour les titres, on commence par un grand entretien, 20 minutes pour aller au fond, pour creuser les thématiques autour d'Atos. C'est parti. Bonjour Nourdine Bihmane, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président exécutif d'Atos. On va poser un peu la taille de l'entreprise pour commencer. Quelques chiffres, 105 000 collaborateurs, chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, numéro 1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs. On y reviendra aux supercalculateurs tout à l'heure. Peut-être une question très générale pour commencer. Cette notion de numérique durable, qu'est-ce que ça signifie pour un géant comme Atos ? Merci. Cette notion de numérique durable, nous, en tant qu'acteurs et leaders du digital, on pense qu'on a une place et on a un rôle à jouer dans comment accompagner nos clients, nos partenaires, mais aussi nos employés à revoir l'usage du numérique dans un monde beaucoup plus sobre, dans un monde beaucoup plus impactant en termes de durabilité. Et c'est là où Atos veut se positionner avec plusieurs offres pour nos clients, nos partenaires, mais aussi avec un mode de vie, un mode de consommation du numérique qui va être différent au sein de nos sociétés. Le levier le plus puissant, c'est le levier interne ou c'est finalement tout ce que vous proposez à vos clients ? Je pense que c'est tout ce que nous proposons à nos clients. Quand on regarde les effets de Scope, Scope 1, 2 et 3, Scope 1 et 2, ça représente entre 10 et 15%. Et Scope 3, c'est tout ce qu'on apporte à nos clients et tout ce qu'on achète à travers notre supply chain. Et là, c'est beaucoup plus autour des 80-85%. Donc l'impact est beaucoup plus grand quand on la raisonne autour de nous. Alors, vous participez, petite question sur le salon Pro Durable, parce que ce partenariat, et si vous êtes sur ce plateau, c'est en grande partie grâce au salon Pro Durable. Pourquoi c'est un rendez-vous important d'une manière générale et pour Atos ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Donc il y a 2 ans, on a lancé avec notre directeur général cette offre de décarbonation pour nos clients, pour nos partenaires. Et au fur et à mesure de ces années, en tout cas de ces trimestres, on s'est rendu compte que la partie éducationnelle, la partie visibilité, réussir à faire que le numérique fasse partie de la solution et ne soit pas juste un coût en gaz à effet de serre, est devenu très important. Donc des salons comme Pro Durable, qui est une fantastique rencontre ici à Paris, sont importants dans notre trajectoire et dans notre communication auprès des futurs employés, mais aussi auprès de tous les acteurs du numérique en France. C'est un moyen de faire de la pédagogie aussi ? Très certainement, la pédagogie, c'est un moyen aussi de rassembler. Il y a plusieurs acteurs autour de ces tables-là et on pense que ça sera par le regroupement d'acteurs du secteur public, d'acteurs du privé et les actions citoyennes qu'on arrivera à trouver une solution tous ensemble sur cette sobriété. Ça, c'est passionnant ce que vous dites, parce que même quand on est un géant comme Atos, on se dit tout seul on n'y arrivera pas, quoi. Définitivement. Donc il faut entraîner un écosystème autour de vous. Il faut entraîner et je dirais il faut nourrir, alimenter les espoirs de trouver d'autres manières d'adresser le problème. Aujourd'hui, je pense qu'on est cantonné, on a quelques visions extrêmes de part et d'autre, mais on est cantonné sur des positions. Mais je pense qu'il faut, grâce au budget d'innovation, de recherche, comme ce que peut faire Atos, il faut alimenter un petit peu ce tissu de nouvelles initiatives pour essayer de diminuer l'impact du numérique. Alors, évidemment, on cherche toujours, nos journalistes, à résumer en une phrase ou en un titre, mais il y a cet objectif zéro émission nette dès 2028. Ça, évidemment, c'est un objectif très fort qui est affiché par Atos, qui est forcément compliqué à atteindre, parce que 2028, c'est quasiment demain. Vous en êtes où de cet objectif-là ? Je peux vous confirmer qu'on est sur la bonne trajectoire. Mais on n'a pas commencé hier, on a commencé il y a plus de 12 ans.
On a commencé il y a plus de 12 ans à travailler sur l'empreinte carbone de nos systèmes, donc des systèmes Atos, qu'on a réduit. Par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 55% de nos data centers qui sont alimentés en énergie renouvelable. Et quand on sait le poids de l'énergie pour les data centers dans l'empreinte globale, c'est une fabuleuse consécration. On a encore du travail à faire. On a réduit l'empreinte carbone de nos employés en diminuant et en consolidant les outils qu'ils utilisent pour limiter les échanges de données. On forme nos architectes logiciels à développer des applications qui soient moins énergivores, qui fassent moins de réplication de données, qui puissent faire appel à de la low-tech. Donc c'est tout ce type-là d'initiative qui nous permet aujourd'hui de confirmer qu'on est sur la bonne trajectoire pour 2028. C'est pas gagné. Je vous le dis d'ores et déjà, c'est pas gagné. Mais pour l'instant, tout Atos et les 105 000 employés sont derrière ce projet d'entreprise et on en est très fiers. Quand vous dites c'est pas gagné, quels sont les freins ou les obstacles les plus élevés si on s'imagine en train de démarrer un 110 mètres haies là? Bien sûr. Et d'où notre participation à Produit Notre empreinte carbone, celle que génère Atos, celle-là, on peut la maîtriser directement. Mais celle qui est sous influence, donc le scope 3, c'est là où on a nos clients et c'est là où on a nos partenaires. Donc on a démarré un travail de fond sur toute notre chaîne d'achat à réduire le nombre de partenaires qui ne sont pas dans cette démarche, ou suffisamment avancé dans cette démarche. Et qui n'est pas comité ou qui ne soit pas engagé sur une neutralité carbone ou sur du net zéro comme nous. Donc vous allez voir qu'on va effectuer une sélection uniquement des partenaires qui seront dans cette démarche-là. Et ça, pardon, on continuera la démonstration, mais ça c'est un obstacle parce que tout le monde n'est pas prêt, c'est ça? Et parce que c'est parfois difficile de se séparer d'un partenaire avec qui on travaille bien depuis des années pour cette raison-là, j'imagine. Exactement, tout le monde n'est pas prêt. Certaines structures plus petites ou moins généreuses doivent mettre des investissements sur la table. Pour certaines d'entre elles, c'est repenser leur business model, c'est repenser leur approche du business, c'est peut-être recycler, rentrer dans l'économie circulaire, c'est aussi investir dans de la compensation pour les émissions résiduelles qu'on ne sait pas diminuer. Donc tout ça, c'est une transformation, mais des acteurs comme Atos et tous les leaders dans ce secteur doivent pousser dans ce sens-là. Autre chose qu'on fait sur la partie client, je fais la partie de la supply chain, mais sur la partie client, on est le premier acteur dans notre industrie à s'engager à diminuer nos émissions carbone entre le premier jour du contrat et le dernier jour du contrat. Et on s'engage contractuellement. Et si on n'atteint pas cet objectif de réduction, on payera de notre propre argent la compensation des émissions CO2 restantes. Donc par cette démarche-là, on veut entraîner derrière nous toute l'industrie à commencer à avoir une attitude beaucoup plus responsable et qui prennent leur futur entre leurs mains et qui prennent eux-mêmes ce type-là de décision à diminuer les empreintes carbone. Vous avez réduit vos émissions mondiales de carbone de 15% en 2020. Est-ce qu'il y a eu un effet crise sanitaire pour arriver à ce chiffre-là? Sans en douter, oui, il y a un effet crise sanitaire parce que plus personne n'a voyagé, tout a été figé pendant plusieurs mois. Donc oui, mais si je l'estime, je dirais que c'est peut-être un peu moins de la moitié. Oui, donc c'est vraiment des réductions structurelles. Comme je l'ai dit, shifter vers des énergies plus renouvelables, allonger la durée de vie des équipements. Changer certains usages en interne sur l'utilisation de nos outils. C'est ça vraiment le cœur de la démarche de réduction. Alors, si on reprend certains des leviers que vous avez annoncés, on va rentrer un peu plus dans le détail pour aller encore plus vite. Par exemple, si on prend les actifs immobiliers du groupe Atos, alors là aussi, on peut relier ça d'ailleurs aux mutations liées à la crise sanitaire, notamment en matière de télétravail. Vous êtes dans quelle logique? Une logique de réduction de l'espace, de philosophies différentes? Comment ça va se passer? Oui, en tout cas, sur cette trajectoire du net zéro, on est effectivement dans une revisite complète de notre espace de travail et l'utilisation de cet espace du travail, notamment post-Covid, et on va s'orienter vers des espaces beaucoup plus de collaboration, donc des espaces juste dimensionnés pour faire du projet, pour se rencontrer des réunions, plutôt que les bureaux. Mais ça veut dire, pardon de vous interrompre, ça veut dire beaucoup de mètres carrés en moins? De la consolidation, alors je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire exactement le nombre de mètres carrés, mais oui, c'est de la consolidation. Mais encore une fois, cette partie-là
elle est neutre ou elle est infime par rapport à diminuer l'énergie des data centers, diminuer la consommation d'énergie dans les data centers. Oui, alors Donc c'est sur cette partie-là qu'on investit le plus d'énergie dans notre approche net zéro. Donc vous avez réussi à faire baisser, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, la consommation, on va dire, de vos data centers de combien? On a shifté l'énergie consommée dans les data centers à plus de 55% aujourd'hui d'énergie renouvelable. D'accord. On travaille aussi, alors juste pour rester sur ce sujet-là, on travaille aussi sur des nouveaux concepts d'alimentation data center, notamment avec une start-up que vous connaissez certainement, Hydrogène de France, où on a créé un pilote de data center entièrement alimenté d'hydrogène vert, donc de l'hydrogène généré par des énergies renouvelables, qui va être mis en production en 2023. Voilà, c'est ce type-là d'initiative que nous apportons à l'édifice de la transition énergétique, où on essaye de se différencier et de délivrer des services numériques durables ou sobres. Autre thématique, l'efficacité énergétique de vos produits et solutions. Je parlais en titre des supercalculateurs. Il y a ce supercalculateur qui a été livré récemment en Allemagne. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il se différencie de ses prédécesseurs? Merci pour la question. On est le seul acteur européen dans ce monde de supercalculateurs, entre les Américains et les Chinois, j'allais dire. Et on se devait, par cette prise de conscience un peu européenne autour de la transition énergétique, on se devait de fournir le supercalculateur le plus efficient, le moins énergivore du marché. Et ce qu'on a délivré là en Allemagne, c'est un supercalculateur qui, comparé aux autres, chaque fois que vous doublez la capacité d'un supercalculateur, ce que vous trouvez sur le marché, c'est pratiquement une augmentation de 30 à 50% de l'énergie consommée. Ce qu'a créé Atos et a breveté Atos, c'est une capacité de doubler votre capacité de calcul tout en ne consommant que 10% d'énergie supplémentaire. Et c'est là où on se différencie sur le marché, en étant beaucoup moins énergivore et en étant le supercalculateur le plus green, si je peux me permettre. Oui, alors on va peut-être essayer de ne pas être trop technique. Là, je vais poser une question de curieux absolu de Béotien. Ça ressemble à quoi un supercalculateur? Ça tient dans un studio comme celui-là? Ça va dépendre de votre capacité. Oui. Si je prends celui en Allemagne, oui, ça va représenter à peu près la moitié de cet espace-là. La moitié de cet espace-là. Et alors, comment vous le relevez pour faire en sorte qu'il double sa capacité, mais en consommant seulement 10% de plus? Premièrement, c'est de l'investissement dans la recherche, l'investissement dans du brevet, la découverte et aussi travailler avec un réseau de start-up qui viennent avec leurs idées, qu'on peut imbriquer ensemble, qu'on peut intégrer pour créer ce type-là de projet. Non, je pense que c'est les milliers d'ingénieurs qu'on a chez Atos qui sont convaincus et qui sont comités, qui s'engagent à cet objectif. Et c'est à travers ça qu'on arrive à créer ces nouveaux brevets qui nous permettent d'être plus green. Mais là, on parle des supercalculateurs, mais encore une fois, si on est capable d'éduquer tous nos programmateurs à développer des logiciels qui vont consommer moins, ne serait-ce que 10% de moins ou avoir moins de lignes de code qu'une action standard, on va pouvoir impacter tous ensemble beaucoup plus que juste ce supercalculateur en Allemagne. Imaginez, ça sera 10% sur toutes les applications à venir que tous ces programmateurs vont développer. Et c'est là où on pense qu'il y a un travail éducationnel, qu'il y a un travail de pédagogie et qu'il faut absolument que ces nouvelles générations s'emparent de cette sobriété numérique pour pouvoir faire que le numérique soit une solution durable. On va parler de l'engagement des 105 000 salariés d'Atos, mais un mot de recrutement d'abord. Tout à l'heure, quand vous évoquiez le Salon Pro Durable, vous disiez que c'était aussi un lieu où on pouvait faire passer des messages auprès des futurs talents qu'on souhaite recruter. Est-ce que ça devenait compliqué de recruter sans cet engagement très fort RSE ou de décarbonation? Parce qu'on voit que dans les préoccupations, dans les credos de la génération 18-30, la question écologique, elle devient majeure. Est-ce que c'était un élément de recrutement compliqué pour vous? Si vous n'aviez pas fait ce virage, quoi. Le recrutement est une affaire compliquée, quoi qu'il arrive, surtout en ce moment, avec la guerre des talents sur tous les marchés. Je veux dire que le virage vers la décarbonation, on le faisait quoi qu'il arrive, on l'a inscrit dans notre raison d'être très tôt. On était une des premières entreprises du CAC 40 à avoir cette raison d'être. Donc ça vient aider.
Ça vient créer un renouveau, même au sein d'Atos, pas forcément au recrutement, même les employés qui étaient déjà là. Ça crée un renouveau, ça crée un engagement, mais effectivement, ça permet de répondre aussi à une attente de cette nouvelle génération, d'une partie de cette nouvelle génération qui est en recherche de valeur dans leur travail. Et effectivement, ça nous aide et des salons comme ProDurable nous permettent justement de l'exposer. Ouais, l'engagement des salariés d'Atos, il y a cette appli Atos Green. C'est quoi? Ça marche comment ça? Alors c'est une appli en interne qui permet à chaque Atosien de pouvoir mesurer l'impact carbone de ses décisions et de pouvoir derrière, dans un mode un peu de jeu, de gaming, créer une sorte de ranking, de classement auprès des employés Atos, à celui qui aura fait ou qui aura découvert la meilleure initiative en interne ou en externe pour diminuer son empreinte carbone. Donc ça crée une émulsion autour de ça. Donc des milliers d'employés qui sont connectés et qui participent. Et derrière, ça nous permet aussi de scanner, de voir s'il y a des nouveaux usages ou des nouvelles approches qu'il faudrait qu'on industrialise un peu plus au niveau du groupe. Est-ce qu'il y a une nécessité de formation justement pour tenir cet objectif de décarbonation? Oui, carrément. Le problème face à l'urgence climatique, c'est un problème qui est un peu abstrait encore. Notre cerveau ne l'intègre pas, donc on ne réagit pas en fonction de l'urgence climatique. Donc l'impact de la formation et de la pédagogie est très très forte pour pouvoir derrière déclencher les actions nécessaires. Donc oui, il y a toute une campagne de sensibilisation qui est faite auprès de nos employés, mais aussi auprès de nos partenaires et de nos clients pour aider à cette adhérence à ce projet commun. Atos qui vient d'être choisi comme partenaire mondial de Google Cloud 2020 dans la catégorie impact sociétal. J'imagine que vous devez être satisfait de ça. Quelles actions vous ont permis d'être sélectionné? Comment c'est arrivé cette reconnaissance-là? Bon, bien entendu, notre pilier stratégique qui est la décarbonation, le développement de notre offre Atos Zéro qui permet d'accompagner nos clients sur leurs mesures, leurs ambitions, la réduction de leur empreinte carbone, que ce soit de leur chaîne de métier ou de leur informatique, et ensuite la compensation. On a acquis l'année dernière un des leaders du marché du carbone volontaire, EcoAct, qui nous a fait un apport de plus de 150 experts climat dans le groupe et qui nous permet justement d'avoir une approche beaucoup plus alignée sur cet objectif de décarbonation et qui nous permet d'apporter cette expertise à nos clients tout en la couplant avec des leviers digitaux comme le cloud, comme l'intelligence artificielle pour accélérer ce processus-là. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que Google nous a sélectionnés, en plus des projets qu'on peut avoir autour de la compensation carbone, comme le projet qu'on a au Darfour, où on aide des communautés avec des foyers améliorés à diminuer la déforestation, mais aussi à protéger des vies là-bas. Voilà. Oui, des projets. Et puis il y a aussi des projets sociétaux ou même sanitaires en matière de santé, notamment l'engagement pendant la crise Covid. Qu'est-ce qui a été mené par Atos? Il y a aussi la lutte contre les opioïdes. Enfin, il y a un certain nombre de marqueurs en termes d'engagement sanitaire qui ont joué en votre faveur. On a participé. Je pense qu'on a plus de 35 000 employés en Inde, par exemple. Donc, quand ils ont été touchés par le Covid, on a pu les accompagner dans certaines des démarches sanitaires pour les aider à sortir de cette situation-là. Mais comment Atos a pu aider depuis son secteur? Ça a été plutôt au moment où on faisait la recherche de vaccins contre le Covid. On a mis à disposition nos supercalculateurs aux universités, aux pharmaceutiques, aux hôpitaux pour essayer d'accélérer cette recherche du vaccin, de la bonne molécule. Donc, c'est des capacités de processing que nos clients et nos partenaires ont pu bénéficier pour accélérer la découverte de la molécule anti-vaccin. Nourdine Bihmane, vous participez à la préparation de la COP26. Vous en attendez quoi? Un peu dans le prolongement de ProDurable, on en attend plutôt je pense que la prise de conscience s'est faite. Tous les jours, l'urgence climatique nous entoure, on le voit bien, les événements qu'il y a eu cet été, mais on en attend un point, j'allais dire, de paroxysme où nos clients, nos partenaires avec qui on s'est alliés pour cette COP26, cette fois-ci s'engagent de manière chiffrée sur les prochaines étapes. Sinon, on n'atteindra pas les accords de Paris, que ce soit le 1,5 degré qui paraît maintenant très 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 loin ou le 2 degrés. Voilà.
Ça ne vous concerne pas directement, mais l'enjeu principal quand même autour d'un numérique durable, c'est les objets. C'est la production des objets, les smartphones, les tablettes, les téléphones. Les métaux, les terres rares vont arriver à épuisement, que ce soit au mieux dans 45 ans et au pire dans 5 ou 6 ans pour certains métaux rares. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se désintoxiquer de cet usage, il faut réinventer la façon de les produire. C'est pas, encore une fois, c'est pas ce que vous faites directement, mais voilà, vous êtes dans cette réflexion. Non, ça fait partie totalement de la réflexion et vous avez raison. Il faut allonger la durée de vie de nos équipements. Il faut arrêter de changer d'équipement tous les ans, tous les 2 ans. Il faut ça, pardon de vous interrompre, c'est une pierre dans le jardin des GAFAM. Ils nous ont appris à faire la queue. Alors, pareil, chacun fait comme il veut, mais pendant parfois des heures devant l'entrée d'un magasin pour avoir le dernier modèle. Donc, mais comme je vous l'ai dit, la sobriété numérique ne passera pas sans une revisite des usages du numérique, c'est clair. Donc, on travaille chez Atos, on travaille sur nos propres produits, à allonger la durée de vie de ces produits. Vous n'avez plus besoin de changer l'entièreté d'un supercalculateur, vous avez besoin de changer qu'une carte, par exemple. Il faut, comme on l'a dit, changer la manière de coder. Il faut derrière consolider et aller vers de l'énergie renouvelable. Donc si on va vers du cloud, aller vers des clouds qui soient plus alimenté par l'énergie renouvelable. Vous avez parlé de Google, c'est un des prérequis très forts de la part d'Atos pour que Google nous mette à disposition que des data centers qui soient green. Il faut aussi peut-être revisiter notre mode de connexion, peut-être changer le 24/7. Il y a peut-être une vie en dehors du 24/7, peut-être changer notre manière d'échanger des emails, d'échanger des pièces jointes, essayer de centraliser et de diminuer la donnée, peut-être ne pas la répliquer dans 10 data centers à travers le monde. La vidéo du chat qui s'amuse, on n'a pas besoin de l'avoir sur 10 data centers peut-être. Donc c'est aider un peu les entreprises, les partenaires à se rendre compte que les usages doivent être repensés. On était dans cet élan pulsionnel avec le numérique. Là maintenant, il faut peut-être mûrir et arriver maintenant à décider quand est-ce qu'on a besoin ou pas. Oui. Et pour terminer, il nous reste une minute, dernière question. Ça vous rend optimiste, inquiet sur l'avenir d'Atos? Vous êtes dans quel état d'esprit? Non, sur la décarbonation, en tout cas sur cet objectif-là, j'en suis super optimiste, super content, parce que je pense que c'était vraiment un virage nécessaire et je suis fier qu'on lead un petit peu le pack là-dessus, qu'on a été les premiers à mettre ce niveau de service de décarbonation. On se compromet à nos clients pour diminuer notre empreinte carbone. On est les premiers supercalculateurs green. On fait des actions sur nos data centers où on est largement en avance. Non, c'est quelque chose de très encourageant, optimiste définitivement, parce que je pense qu'il ne faut absolument pas baisser les bras, quels que soient les vents et marées. Il faut continuer à pousser et là-dessus, les 500 000 employés d'Atos en sont très fiers. Et on rappelle l'objectif d'Atos, zéro émission nette en 2028. Merci beaucoup Nourdine Bihmane d'être venu dans ce Smart Impact spécial salon ProDurable. Tout de suite, c'est Smart Ideas avec des chaussettes solidaires. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Sandrine Vergnery-Mion. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Bon Pied. L'idée, je crois qu'elle est née dans la rue lors de vos maraudes auprès des sans-abri parisiens. Voilà, ça fait un peu plus de 4 ans que je vais à la rencontre des sans-abri de mon arrondissement dans le cadre de la protection civile. Et lors de mes rencontres, on partage de la nourriture, des vêtements, mais très souvent, on me demandait des chaussettes et je m'apercevais que je n'en avais pas à leur donner. En creusant un peu, j'ai réalisé qu'en fait, les associations sont capables de distribuer ce qu'elles collectent gratuitement, mais n'achètent pas finalement des sous-vêtements propres et neufs. Et les chaussettes, on n'en donne pas beaucoup en fait. Les gens n'en donnent pas, c'est ça? Les gens n'en donnent pas parce qu'on a tous à peu près le même réflexe que quand elles sont usées, trouées, on les met à la poubelle. Les plus consciencieux vont peut-être essayer de les recycler pour que le coton soit réutilisé. Mais au final, les associations n'en ont pas à distribuer. Et en découvrant les modèles américains de Buy One, Give One, une achetée, une donnée, qui a été en fait lancé en premier par Tom's Shoes sur les chaussures, et puis après ça a repris sur les lunettes par Warby Parker ou Jimmy Fairley en France.
je me suis dit que ce modèle-là méritait d'être tenté en France parce qu'il est très simple à expliquer et que finalement, moi, mon incitation, c'est de vendre un maximum de chaussettes pour en donner un maximum. Mais alors, est-ce que vous donnez et vous vendez les mêmes chaussettes ou est-ce que c'est deux filières un peu différentes d'une certaine façon ? C'est deux filières très différentes parce que les chaussettes qui sont fabriquées en France par Brousseau dans le Limousin à l'Écart, alors que les chaussettes qui sont données sont issues des invendus d'autres marques. Ça a l'avantage écologique d'éviter la fabrication de la moitié de ce que l'on utilise dans le cadre de notre modèle. Et puis finalement, ce sont des chaussettes qui n'ont pas rencontré leur marché, qui sont en train de prendre de la poussière dans des entrepôts et qui vont être immédiatement utiles et mises à disposition. Mais ça peut sembler assez dingue, surprenant. C'est-à-dire qu'il y a quelle masse comme ça de chaussettes invendues qui attendaient d'être détruites en quelque sorte ou d'être recyclées Non, qu'on va retrouver finalement sur ces petits stands que vous voyez sur les marchés. Vous avez des gros packs qui sont vendus à 5 ou 7 euros, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Après ça, la masse elle-même de ces invendus, je ne la connais pas. Pour l'instant, je passe par des stockeurs qui ont le mérite de centraliser tout ça. Et puis, j'espère que la pression du volume m'obligera à remonter directement auprès des marques pour aller négocier directement avec eux. Donc, le principe solidaire, c'est une chaussette achetée, une chaussette offerte. Votre modèle économique, il repose sur quoi ? Sur les ventes, en fait ? Voilà, principalement sur les ventes. Ces ventes se font sur notre site bonpied.eu, mais également sur certaines marketplaces, que ce soit des marketplaces destinés au public, comme Yaka français, spécialisé dans tous les produits fabriqués en France, ou bien sur des marketplaces B2B, c'est-à-dire plus dédiés à l'achat par des magasins. Le leader dans le monde, c'est une société américaine qui s'appelle Faire.com. Ça donne de la visibilité à nos produits auprès des magasins. Et puis, on a maintenant une quinzaine de magasins qui nous vendent, où les gens peuvent vraiment aller toucher les produits avant de les acheter. Vous lancez une offre pour les entreprises, avec quelle idée ? L'idée, en fait, c'est que c'est un cadeau d'entreprise qui est pour moi assez parfait, parce qu'il est porteur de valeurs de solidarité, il est écologique du fait que la paire donnée est issue d'un vendu, et il est porteur de toutes les valeurs du Made in France, avec le savoir-faire, avec à nouveau l'écologie, parce qu'on est dans des circuits plus courts de distribution. Et ça, un peu ces trois valeurs-là rassemblées dans un objet qui, finalement, sur les vêtements, on peut se tromper de taille, mais sur les chaussettes, c'est quand même quelque chose d'extensible. Oui, donc pour un cadeau d'entreprise, ça devrait aller, quoi. On a peu de risque de se tromper. Voilà, donc je pense que c'est un cadeau qui peut être sympa à la fois pour les salariés et puis en remerciement pour des clients. On a déjà fait des ventes comme ça et maintenant on essaie de systématiser ça et de mobiliser un petit peu les gens sur cette cause-là. On a 300 000 sans-abri en France selon la Fondation Abbé Pierre et en moyenne les Français achètent 6 paires par an. Donc 300 000 fois 6, il faudrait que je réussisse à vendre 1,8 million de chaussettes pour répondre aux besoins. Donc on n'y est pas encore, mais on y travaille. Il y a de la marge, merci beaucoup. Bonpied.eu, c'est votre adresse, c'est l'adresse du site. Merci Sandrine Vergnory-Mion, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite évidemment sur la chaîne des audacieuses et des audacieux pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.